e vosso este fado, destino que nos amarra, por mais que seja negado, às cordas de uma guitarra. Alors moi je vais peut-être pas commencer par un poème à moi, je vais commencer par un poème. Non, on n'a pas. Est-ce qu'il est convenable de dire en français ou en portugais? En portugais, ça serait plus joli quand même. Excusez-moi les Français. Allez-y. Alors moi je pense que je vais lire un texte à moi en français pour la simple raison que j'ai quand même lu le et tout à l'heure je lirai en portugais. Merci Christine. Puisqu'elle est jeune écrivaine qui ne comprend pas le portugais. Et bon, alors le poème que je lirai, ça s'appelle La prière du Sud. C'est un poème quand même ancien parce qu'il date de 2004. Bon. La prière du Sud. Entends-tu le bleu là où il n'est pas couleur froide? Le bleu lumineux et chaud du Sud qui s'immobilise dans mes vagues. Entends-tu la lumière si intense qu'elle blesse les miroirs? Rend unique Lisbonne la blanche et raccourcit la distance avec les étoiles. Entends-tu le blanc transparent qui paraît si souvent opaque? Et cette plainte, ce gémissement d'œufs qui veulent éclore et n'ont pas de place. Et que mon âme s'offre à toi les nuits froides de Paris. N'entends-tu pas comme une plaie ancienne qui suinte et fuit? C'est la prière de Sneeuwmanslad du Sud où toutes les choses peinent à vivre. Prie pour éclore, prie pour survivre. Sandrine, vous expliquer pourquoi ce travail, notre premier livre. D'accord. Alors, mon livre, c'est celui-là, c'est vraiment une œuvre de fiction. En fait, ça se passe dans un royaume imaginaire qui se situe dans l'Himalaya. Et il y a plusieurs scientifiques qui se sont réunis, et c'était vraiment des utopistes qui voulaient éradiquer les famines du monde. Donc ils ont décidé de modifier génétiquement du riz pour le rendre plus solide, et éviter les famines. Et en fait, ce riz a muté, et en mutant, il rend les gens malades. Donc tout le village est confiné pendant les premiers chapitres, et le héros doit mener affronter des épreuves à la fois extérieures et intérieures et trouver une série d'indices qui vont lui permettre de trouver une cure pour guérir les habitants de son royaume. Voilà. C'est mon roman. Par contre, en fait, j'ai été quelque temps au Canada et il est édité par un éditeur canadien. Donc il est publié là-bas et il n'est pas diffusé en France. Donc voilà, il y a quelques années. Vous avez pensé que diffusé en France quand? En fait, là, mon éditeur est petit, donc je n'ai pas de distributeur ici en France. Peut-être que le second, je vais voir pour le faire publier en France. Et celui-là, il a la particularité d'être publié au Canada. Donc vous avez écrit un deuxième. J'ai écrit le deuxième, j'ai déjà fini d'écrire, mais je laisse décanter un petit peu, reposer, pour revenir après dessus, laisse le livre en fait, pour revenir dessus plus tard. Et là, je suis vraiment de moi. Voilà, d'accord. Merci. On va continuer avec Christine Assemblage. Pourquoi ces livres-là? C'est des poèmes. Vous avez quelque chose à dire aussi? Oui. Pourquoi écrire ces livres de poèmes et pourquoi Emily? Bon, d'abord, je voudrais corriger un petit peu par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Elle dit que ce n'est pas mon premier poème. C'est ce que je dis. Il a été publié pour la première fois, mais vraiment, c'est quelque chose qui date de 2000. Pourquoi ce titre-là? Tout simplement parce qu'il y a un poème qui s'appelle Minha Língua et que j'ai trouvé que ce titre cadrait très bien avec les thèmes que je traite qui
que ce soit en portugais ou en français, ils sont très forcément à mes origines, à mon passé, à toutes ces années que j'ai vécues au Portugal et qui m'ont profondément marqué. D'ailleurs, je ne dis jamais que je suis portugaise d'origine, je dis tout simplement que je suis portugaise parce que je suis portugaise. Et que ce bagage, tout ce que mes parents, tout ce que la terre, tout ce que ça m'a donné, ben ça restera à jamais. Et voilà, donc c'est parce que minha língua aussi parce que c'est quelque chose de très universel, donc je ne conçois pas du tout le portugais comme la langue parlée par les Portugais, mais comme une langue universelle qui est parlée dans 5 continents, qui est langue officielle dans 4 continents. Donc le portugais représente aussi cette union de peuples et de cultures qui, pour des raisons historiques très, je dirais, dramatiques, certes, mais certes très dramatiques, mais qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui il y a toute une plusieurs peuples qui parlent cette langue et qui partagent quand même des cultures où il y a des traits communs, et ça nous permet donc, ça permet aux autres d'aller vers nous et de nous d'aller vers les autres. Donc, oui. Si je vais couper, il y a un deuxième livre qui... il y a un deuxième livre qui va sortir, je pense que très bientôt. Seulement, je n'ai pas trop le temps de m'occuper parce que je travaille beaucoup. Je travaille dans une institution portugaise, je travaille beaucoup. Et j'ai très peu de temps pour m'occuper de tout ce qui concerne la bureaucratie, des publications et tout ça. C'est un livre assez court, c'est un livre écrit exclusivement en portugais, donc je n'ai pas écrit en français. Et il y a une pièce introductive ou une préface d'un très grand essayiste et critique littéraire portugais qui s'appelle Eugênio João. Est-ce qu'il y a déjà un titre, non? Oui, ça s'appelle Le Murmúrio do Poço. Alors, espérons qu'on va bientôt. Je passe la parole à Altina, parce qu'elle a écrit 2 livres. Le premier, donc... Le premier, donc, le premier, je l'ai écrit il y a 5 ans. C'est une autobiographie qui s'appelle Le Fado pour seul bagage, dans lequel je raconte mon enfance au Portugal dans les années 60, durant la dictature de Salazar. Également, donc après il y a l'immigration de mon père en 63, clandestine. Je raconte son voyage. Et puis, parallèlement, notre vie au village sans lui. Comment on vivait à cette époque. Et d'abord avant son départ et après, une fois elle est partie, comment est-ce que ma mère se débrouillait entre tout le travail qu'elle avait, plus nous élever, et la façon dont on vivait à cette époque-là. Après notre immigration en 69, donc notre voyage clandestin également, et notre arrivée à Paris, et les difficultés auxquelles on a dû faire face. Et donc je suis arrivée à Paris avec mon père, ma mère et ma sœur, qui était 3 ans plus âgée que moi, elle avait 12 ans. Et donc la façon dont notre scolarité, comment elle s'est passée, moi j'ai commencé la scolarité française à l'âge de 9 ans. Et puis finalement, très vite, ma sœur et moi, on s'est très vite adapté à la France. Et par contre, le souci, c'était plutôt les relations avec nos parents, qui eux sont restés avec la mentalité portugaise. Dite portugaise. Dite. Et donc là, nous, il a fallu... en fait, le soir, on traversait une frontière quand on arrivait à la maison. Parce que c'était une vie complètement différente. Et puis bon, ça a été difficile aussi bien pour eux que pour nous. Une question que je me posais, pourquoi le fardeau comme ce bagage? En fait, l'éditeur, enfin mon éditrice, cherchait un titre qui vendeur, donc qui avait un rapport avec le Portugal. Qui avait un rapport avec le Portugal, donc elle m'a demandé un mot qui faisait penser au Portugal. Donc, et avec ce mot-là, j'ai fait une phrase. Et bon, c'est un petit peu imagé, c'est plein de nostalgie. Et puis en même temps, voilà, on est venu avec le fado pour seul bagage parce qu'on est venu pratiquement sans rien. C'est aussi un petit peu ce que ça veut dire. Pourquoi le mot fado? C'est parce que c'était la nostalgie? Oui, c'est la nostalgie et ça rappelle le Portugal. Voilà. Et puis votre deuxième livre, je crois que c'est un petit peu... Enfin, il est complètement différent par rapport au premier. Il est